peut pas récupérer. Alors, en plus, maintenant, avec la situation de ces génocides à Gaza, oui, je pense que c'est mènera à la fin d'Israël. Alors, il y a une autre chose que je voudrais dire sur cette prévision, c'est que pour moi, c'est important de parler de cette option. Pour moi, c'est comme une spéculation que j'ai fait, qu'il a un rôle politique peut-être. Des discours importants de parler, et quoi après Israël. Parce que comme une personne antisioniste, j'ai l'espoir que cet État juif va finir, parce qu'il cause, comment je dis, In English, parlez in English. il amène beaucoup de souffrances, oui, beaucoup de souffrances, plutôt des Palestiniens évidemment, mais aussi pour les Israéliens. Vous savez qu'Israël, c'est comme le grand promis des refuges pour les Juifs au monde. L'endroit le plus sûr, de sécurité, non, historique. Ok, après 7 octobre, on ne peut pas parler de ça non plus, c'est ridicule. Alors, oui, je pense vraiment qu'il n'y a pas comment résoudre toute cette situation. Alors, d'un autre côté, je parle de ça avec beaucoup de l'homme. Pour ça, pour moi, les mots de Rabbi Nitzan, ils sont exacts pour moi, parce que je suis israélien et je vois la souffrance, je vois le stress. Il y a 3 jours, tout le monde parlait de l'attaque qui va venir d'Iran. Et le stress en Israël, c'est incroyable. C'est dans la famille, tu ne peux pas aller dormir avec tes enfants. C'est comme un pays de fous. Alors oui, je pense que c'est... Pour moi, j'ai beaucoup d'amis, de famille, c'est difficile. Mais je pense qu'on doit passer cette phase et après, je ne sais pas, peut-être établir un État juste pour tout le monde. Oui, allez-y, monsieur. Bonsoir. Moi, je trouve que le parallèle que vous faites avec l'Algérie est intéressant sur pas mal de points. Déjà, si on avait demandé aux colons, on l'a fait d'ailleurs, il y a eu des reportages qui ont été faits, sur les colons, si un jour ils devaient quitter l'Algérie, ben, jusqu'à la dernière heure, ils n'y croyaient pas du tout qu'ils allaient laisser leur terre, qu'ils allaient laisser leurs biens. Après 130 ans de colonisation, il y en a plein qui y croyaient, quoi. Et puis aussi, la sauvagerie, la barbarie de 45, par exemple, en Algérie, vous avez dû en entendre parler, elle a annoncé des choses, parce qu'un agresseur, un colonisateur, quand il commence à avoir un degré de barbarie aussi grand comme ça, c'est sa fin, moi, je pense. Et moi, je vous suis dans votre thèse. Je suis d'accord. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Oui, merci. Oui, on a parlé tout à l'heure. Juste après que j'ai déménagé en Belgique, j'ai commencé à m'intéresser de l'histoire de l'Algérie. Donc, j'ai jamais... Ok, j'ai su qu'il y avait des France là-bas, quelque chose, mais quand j'ai commencé à lire, j'ai trouvé beaucoup de choses qui sont intéressantes pour nous, pour des Israéliens. Et j'ai fait il y a 2 ans, je pense, un discours à Tel Aviv avec 30 personnes qui sont venues et j'ai présenté ce pensée. Et pour moi, oui, c'est
le plus important, c'est le moment de la décolonisation. Parce qu'il y a en mars et en juillet des accords des Évian qui sont le moment de la décolonisation. Et il y avait un moment de l'histoire en Algérie. Et j'attends ce moment-là en Palestine. Et pour moi, c'est très intéressant ce qui va passer avec les Israéliens. Je voudrais, comment se dit, alerte ou préparer que les Israéliens soient peut-être préparés pour ce moment-là et peut-être se décoloniser leur identité à l'avance, si c'est possible. Malheureusement. Mais aussi, oui, on a mentionné le grand massacre de Sétif en Algérie en 1945, et j'ai pensé aussi que le génocide d'Israël à Gaza, c'est peut-être le massacre de Sétif en Palestine. Là-bas, ça durait quand même 17 ans, non, jusqu'à la libération, mais j'espère qu'en Palestine, ce sera plus court et plus rapide. Mais oui, c'est intéressant la comparaison entre, je compare l'Algérie française, on peut dire, avec tout l'Israël. Ce n'est pas les colonies en Cisjordanie, c'est tous les Israéliens sont colons pour moi. Tous les Israéliens. Alors, Tel Aviv, Haïfa. Oui, aussi Tel Aviv, Haïfa. Dans Tel Aviv, j'ai guidé beaucoup de tours pour montrer les 7 villages palestiniens qui sont dans les territoires de Tel Aviv aujourd'hui. Et en Tel Aviv, tu peux même regarder les situations coloniales, un pays colonial. Tu vois les traces de la Palestine. Même en Tel Aviv, que c'est la ville hébreu la plus connue, la blanche et tout ça. Mais oui, même en Tel Aviv, tu peux voir. C'est pas juste en Cisjordanie. Si tu veux bien, on va revenir sur l'action de décoloniseur en Israël. On va donner la parole à monsieur, après on va revenir à cette question. Oui, moi j'avais une question. Vous avez présenté l'évolution de la politique israélienne. Est-ce qu'il y a une réaction des communautés juives internationales par rapport à cette évolution, une fracture qui se crée? Oui, c'est très important. C'est aussi un autre facteur très important pour moi et pour les changements très importants qui se passent dans le monde juif. Oui, depuis le 7 octobre, il y a c'est comme une vague, comme le nom comment c'est le nom en français, de l'Aqsa, de l'attaque de Hamas, comment the floods, Inondation. L'opération de 7 octobre, comment s'appelle L'attaque, non, tout le monde. Les flashs. Déflagration, c'était ça? Toufan al-Aqsa. Toufan al-Aqsa en arabe. Déluge de la Déluge. Alors, il y a un déluge, oui, vraiment, beaucoup de Juifs se mobilisent et se radicalisent. En Bruxelles, je peux dire, par exemple, c'est la première fois, parce qu'il y avait toujours, il y a des démonstrations, pas toujours, mais oui, les jours de la Nakba, par exemple, il y a des manifestations contre Israël ou pour la Palestine, mais c'est la première fois, il y a 3 mois, qu'il y a un bloc juif dans les manifestations avec la solidarité avec la Palestine. Et nous sommes plusieurs organisations juives progressistes en Belgique. Et récemment, on a aussi commencé un nouveau groupe qu'on appelle AJAB. C'est antisioniste juif Action en Belgique.
mais c'est un phénomène mondial. Beaucoup de Juifs qui se mobilisent. Il y a beaucoup de Juifs qui ont quitté Israël, ou d'Israéliens qui ont quitté il y a 20 ans, 30 ans, que toujours ils ont essayé de quitter aussi l'identité israélienne. L'identité israélienne, c'est quelque chose de très spécial, très militariste, nationaliste, même raciste, colonial, beaucoup de choses très problématiques. Et quand tu sors du pays, tu veux respirer, on peut sentir libre de cette pardon, c'est lourd. Ce que tu as ressenti toi. Oui, moi aussi, évidemment. Mais le 7 octobre, avec le 7 octobre, beaucoup de Juifs sont revenus à cette identité, sont revenus, pour dire, pour engager contre la politique et contre le génocide. Tu vois, c'est contre même leur volonté. Israël nous force à engager. Les gens qui s'engagent, ok, il y a des gens qui disent, ok, je m'étais égal, mais il y a beaucoup de gens, beaucoup de Juifs, et on développe beaucoup la notion de diaspora, des Juifs diasporistes. Ah, il y a une chose intéressante, que dans les vidéos, c'est mec qui m'a donné le titre terrible qu'il a dit. J'aime voir les Gazaouis souffrir. Vous savez que ces mecs-là, leurs 2 parents sont bouddhistes. Vous savez c'est quoi bouddhiste? Bouddh. Oui, le Bouddh, c'était un mouvement juif très important en Europe de l'Est, en Pologne, en Russie, des juifs de gauche, communistes, socialistes, antisionistes, très antisionistes, vraiment antisionistes. Mais quand même, il y avait des gens bouddhistes ils étaient contre l'immigration en Palestine pour y établir un État juif. Mais quand même, il y avait des gens qui n'avaient pas de choix, mais d'y aller, plutôt après la guerre mondiale. C'était pour beaucoup d'entre eux le seul pays qui à l'époque a reçu, accepté les Juifs. Alors, des bouddhistes ont déménagé en Israël, le pays nouveau d'Israël, l'État juif, même s'ils étaient contre l'État juif. Et des gens comme lui, qui est né par 2 parents non sionistes, même contre le sionisme, il est devenu un Israélien qui aime voir les Gazaouis souffrir. Pour moi, c'est la tragédie israélienne dans une phrase et dans une histoire de personnes. Comment Israël a réussi à capter l'esprit de tout le monde. Mais oui, à construire cette identité, même génocidaire. Il y a une question là. Oui, moi je voudrais revenir sur le parallèle avec l'Algérie, parce que je pense qu'il a quand même ses limites. C'est qu'à l'époque, c'était entre un pays colonisateur, la France, et une colonie, l'Algérie. Tandis qu'aujourd'hui, avec Israël, il y a la Palestine et il y a les États-Unis. Et jamais les États-Unis ne lâcheront Israël. C'est-à-dire que même s'il y a la volonté, si le combat des Palestiniens arrive à terme, de toute façon, il y aura toujours l'appui des USA, parce qu'ils ont absolument besoin de cet ancrage au Moyen-Orient qui représente Israël. Donc ça me semble un élément dont on doit absolument tenir compte, parce que on voit bien aujourd'hui, de toute façon, le rôle que jouent les États-Unis. Il suffit qu'ils arrêtent de livrer des armes, 3 jours après, c'est terminé. Et ils continuent. Oui, c'est vrai, il y a des limites en comparaison, mais si on parle historiquement,
il y avait une puissance coloniale la plus importante dans ce contexte, c'est la britannique, l'Angleterre, le mandat britannique, qui était le pouvoir colonial plus important en Palestine et qui a ouvert la possibilité des Juifs d'immigrer, de chasser les Palestiniens et tout ça. Alors, il y a ces comparaisons aussi avec une puissance coloniale et des colons. Les colons ils sont les Israéliens ou les Juifs qui ont immigré pour établir un État juif. Alors oui, je suis d'accord qu'aujourd'hui c'est difficile de voir que les États-Unis va changer sa politique, mais je pense que c'est possible. C'est plutôt des intérêts économiques très importants, d'intérêts économiques des industries d'armes, c'est très important évidemment. Et maintenant, malheureusement, j'ai lu qu'après la réussite grande d'Israël avec les États-Unis et d'autres, d'arrêter les missiles et tout l'arme qu'Iran a lancé contre Israël, c'est plus peut-être l'arme d'Israël va être valorisée encore plus, malheureusement. Alors, oui, il y a des intérêts très importants, mais ce sont des intérêts qui peuvent changer. Comme tous les intérêts des pays, ils peuvent changer. Ce n'est pas à cause des valeurs ou des contacts, je ne sais pas, d'identité commun ou quelque chose comme ça. Non, c'est des intérêts, oui, c'est vrai. Je pense que ça peut changer, même on lit maintenant déjà des voix en États-Unis qu'ils parlent d'examiner encore une fois les soutiens d'armée. Alors, c'est des choses, et pas des politiciens, même j'ai lu Nancy Plus, c'est une politicienne très très importante américaine, et elle aussi soutient comment on dit, peut-être limiter ou vérifier ce qu'Israël va faire avec les armes, s'il va attaquer Rafah, par exemple, les sourds de Gaza. Il y a des choses qu'on peut voir des changements. Tu ne sais pas beaucoup, tu mets pas beaucoup, tu es très optimiste. Hein. Ouais. Oui, là. Tout à l'heure, vous avez cité Leibovitch. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur... est-ce que les Israéliens connaissent ce patrimoine? Ah, oui. Oui, beaucoup d'Israéliens connaissent. Vous le connaissez? Oui. Yeshayahu Leibovitch. Il y a une personne. Une personne, quand même. Oui, je sais, mais je suis un peu étonnante, mais oui. Et c'était, oui, une personne remarquable. J'ai eu beaucoup d'heures avec lui. Je lui ai invité plusieurs fois. C'était un homme vraiment très spécial, un homme ultra-orthodoxe, alors les religions, mais aussi scientifique. Alors, il a beaucoup de choses très très intéressantes aussi de la théologie, la science, beaucoup de choses. Non, pas rabbin, mais un homme qui savait beaucoup de choses. Et il a dit, par exemple, il a été vraiment contre tous les travail ou c'est pas l'amour, comment ça s'appelle l'amour à Jérusalem, l'amour des lamentations, non? Pour les Juifs, l'amour des lamentations, oui. Alors il a toujours été très cynique et pour ça, ces mots, il a dit pourquoi parler avec les pierres là-bas. Il avait beaucoup de choses très. Il a dans la guerre. Depuis la guerre au Liban, en 1982,
il a été un des premiers Israéliens qui a été favorable à refuser la guerre en tant que soldat. Et pour moi même, il était très important parce que j'ai même parlé avec lui avant que j'ai décidé à la fin de refuser aussi. J'étais prisonnier pour la première fois dans cette guerre-là, et en tant que soldat en réserve. Alors oui, il a influencé beaucoup d'Israéliens. Et aujourd'hui, je pense que les jeunes ne le connaissent pas, mais il a écrit beaucoup. Il est un homme très très important. Et je pense que la prévision, son prévision de voir ces colons extrémistes comme Judée nazi, il l'a nommé comme ça. Et c'était, maintenant c'est pour moi très clair de voir l'histoire et regarder l'histoire qu'il a prévoyé qu'on va amener ces colons et ces colonies et ces colons extrémistes, on va amener Israël à cette situation jusqu'à aujourd'hui, qu'il vraiment, les colons, vraiment, dirigent Israël. Et avec ces colons, c'est pas possible de négocier de tout. Ils travaillent pour le Messie. Pour eux, la rédemption de la terre d'Israël, ça veut dire la terre d'Israël appartient juste aux Juifs d'Israël. Et pour eux, c'est pour faire le Messie venir. Alors, et il a, pour moi, Yeshayahu Leibovitch était comme un prophète, même un prophète oui. S'il y a une question dans la salle, sinon j'en ai une. Oui, allez-y. Y a-t-il une censure dans les médias en Israël? Et vous parliez d'un problème démographique, quel est-il? Oui. Deux questions. La censure et le démographique. Ah oui, la censure c'est très important parce qu'il y a une deuxième vidéo, j'ai fait une autre vidéo sur les médias, qu'on discute, c'est un débat sur les médias israéliens, et j'ai fait après cette vidéo-là, il y a 2 mois, peut-être 1 mois, et j'explique là-bas, que non, dans les médias israéliens, il n'y a pas de censure. Alors, la télévision israélienne ne montrait pas une seule image de Gaza, de la souffrance des Palestiniens. Il montre de Gaza, sauf des explosions, mais de loin, et aussi des images de haut, tu vois, les bâtiments rasés ou détruits, ça. Et aussi, il montre des images prises par les caméras aux têtes des soldats, GoPro caméra ou des choses comme ça. Mais pas du tout des images des corps des Palestiniens, des hôpitaux détruits. Rien. Zéro. Et il y a 3 chaînes de télévision. Il n'y a aucun censeur gouvernemental. Il y a censeur de sécurité, évidemment. Tu ne peux pas montrer comment l'armée fonctionne. Ok, tous les pays, il y a des choses comme ça, mais il n'y a pas de censure. Et s'ils veulent montrer quelques images d'Al Jazeera, par exemple, il n'y a pas de problème. C'est ouvert. Mais cette décision de rédaction, tous les médias sont comme ça. La télévision, dans les journaux, c'est autre chose. Par exemple, le journal Haaretz, le journal Haaretz qui est plus libéral, là-bas, oui, il y a des histoires des Palestiniens, et un petit peu de photos, mais c'est plus niche, c'est plus petit. Et il y avait La deuxième question, le problème démographique. Oui, j'ai parlé de ça, oui. C'est juste ça. Oui, quand je parle de la démographie, je parlais plutôt de 2 groupes peut-être importants. Ouais.
première chose, c'est l'ultra-orthodoxe juif, religieux, qui au début du sionisme, ils étaient contre le sionisme et contre l'État juif, mais ils sont devenus, la majeure partie, la grande majeure partie, ils sont devenus sionistes en Israël. Et ils sont, maintenant, ils sont 15 ou 17% de la population totale en Israël. Elle ne fait pas l'armée, elle ne joindre l'armée. Il y a un grand débat en Israël, un grand conflit en Israël sur cette question, avec les ultra-orthodoxes, mais cette population va grandir beaucoup plus rapide que d'autres, que les partis séculaires. D'autre côté, dans les partis, il y a aussi des colons, et beaucoup d'entre eux sont religieux aussi, c'est reproduit beaucoup plus que les côtés séculaires. Et dans le côté séculaire et libéral, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens quittent les pays ou pensent de quitter, même avec des groupes ensemble. Il y a des projets comme reconstruire des kibbutz israéliens, mais ailleurs, en autre pays. Il y a des projets comme ça, c'est comme ça, et même avant le 7 octobre, maintenant c'est arrêté un peu, mais je pense que ça va revenir tout ça. Oui, là-bas et après là-bas. Vas-y. Vous parlez de 87%, je crois, d'Israéliens qui seraient pour le génocide à Gaza. Moi, je voulais savoir si vous avez pensé à la chose. Pourquoi 87%? Pourquoi il y a autant de monde? Est-ce que c'est matériel? Est-ce que l'État d'Israël leur fournit une belle vie? Donc ils soutiennent ce politique? Ou bien c'est psychologique ou c'est matériel? La peur de l'avenir? Oui, je pense que basiquement, Israël est dans un sentiment de vengeance depuis le 7 octobre. Le 7 octobre était une défaite très très grave pour Israël. C'était une défaite. Il n'y a pas de doute de ce fait. Il n'y a ni un Israélien qui peut dire que ce n'était pas une défaite terrible. Défaite par des Palestiniens, les résistants palestiniens, mais aussi par les Israéliens même, parce que l'armée n'a pas réagi, ou a réagi très très lentement. Alors oui, c'est un défaite très très grave, et il y a des otages jusqu'à aujourd'hui, 137 je pense, et on pense que peut-être la moitié sont déjà morts par les attaques d'Israël. Alors c'est une situation pour l'Israël vraiment terrible pour l'Israël. Et c'est comme... Je parle d'une société qui est devenue fou vraiment parce que la seule solution pour la majeure partie, c'est la vengeance. Ok, on a été vaincu, on doit, je ne sais pas, prendre la vengeance et tuer les Palestiniens. Comme si ça va améliorer notre situation. Oui, il parle, oui, si on attaque, on continue d'attaque, à la fin, on va trouver notre otage. Des choses comme ça. On va tuer tous les Hamas. Ok, même si tu tues tous les soldats. Ok, alors, ce n'est pas possible si tu es un pays colonial, si tu colonises un autre peuple, toujours on va avoir des résistances. C'est la logique et l'histoire humaine. Et pour moi, c'est très, très difficile de comprendre pourquoi les Israéliens ne voient ça. Et je pense que les médias jouent un rôle très important dans
cette situation, parce que si dans le média tu ne vois pas que les Palestiniens vraiment, tu penses, ok, oui, il y a des 30 000 ou 40 000 Palestiniens qui sont morts, mais c'est le prix de la guerre. On fait la guerre là-bas, l'armée israélienne, comme toujours on dit en Israël, c'est l'armée la plus juste. Invincible. Non, pas possible, le plus juste, le plus moral. Le plus moral, l'armée du monde. Alors, ok, il y a une guerre, c'est la victime de guerre. On ne voit pas qu'il y a oui, il y a des nombres de... Tous les Israéliens, ils savent le nombre. Le nombre, ils savent, oui. 35 000 Palestiniens et 17 000... Enfin, oui, ils savent le nombre qui est cité par des Palestiniens. Mais c'est le prix de la guerre. C'est comme ça pour l'Israël. Oui, c'est incroyable que même le mot génocide, c'est très très difficile de parler. Dans la manifestation à Haïfa, il y a quelques jours, une femme courageuse, elle a crié dans les micros qu'Israël commet un génocide à Gaza. Elle a été arrêtée par la police. Alors oui, c'est très difficile de parler. Alors, il y a 3 questions, 4. Alors, on y va, monsieur. Après madame, après monsieur, après monsieur. C'est moi? Non, derrière toi. Vas-y. Vu ce que le martyre des Juifs en Europe à travers la Shoah et les pogroms, on comprend très bien que les Israéliens et par essence les Juifs israéliens aient peur et sont terrorisés à l'idée de ne pas pouvoir rester en pays d'Israël actuel. Mais ils se sont installés là où il y avait, entre autres, des Palestiniens. Et tant qu'ils ne reconnaîtront pas les Palestiniens, ils n'auront pas de paix. Comment ça peut évoluer? Bon, première question, madame. Je rejoins monsieur, exactement. Moi, je pense qu'effectivement, le parallèle avec l'Algérie, il est juste. C'est juste que là, l'aspect religieux, il est fondamental. Ouais. Le fait que pour eux, ce soit leur terre. C'est la première raison, en fait. Oui, vraiment, même si il y a le sujet aussi lié aux États-Unis, effectivement, mais d'un point de vue géopolitique, mais d'un point de vue religieux, c'est tellement fort, c'est un poids tellement puissant dans leur tête. Vous êtes né là-bas? Des Juifs, pour le... Oui. Ouais. Vous êtes né là-bas, par exemple? Moi, je suis né en Argentine, mais je suis en Israël. J'étais en Israël depuis 5 ans, que j'avais 5 ans. Voilà. Donc moi, je me dis, pour quelqu'un qui est né là-bas, oui. Avec le poids religieux, pour eux, c'est logique, quoi. Ils doivent rester là-bas et c'est difficile. La peur fait que c'est trop difficile pour eux de faire machine arrière et de se dire où ils devront aller, quoi. Oui, mais c'est intéressant le poids religieux dans le sionisme, parce que vous savez que le sionisme était un mouvement séculaire et laïque. Ce n'était pas religieux. Et même contre les religions, avec plusieurs d'entre eux. Mais quand les sionistes, ils étaient très faibles, très petites minorités au début, et ils ont mobilisé les mythes bibliques. Oui, voilà. Même si ils étaient laïcs. Oui, le plus important, évidemment, l'histoire dans la Bible que Dieu a promis la terre aux Juifs. Ok. Alors, même aujourd'hui, c'est intéressant que beaucoup des Israéliens laïcs qui ne croient pas en Dieu totalement, mais quand tu discutes avec eux sur le droit des Juifs dans sa terre, ils citent la Bible. Ils disent oui, c'était promis pour nous. Alors c'est un peu ridicule, mais je pense que c'est un peu l'histoire de toutes
l'État-nation, et même en France, il y avait des mythes de retour de la des chrétiens. En Algérie, il y avait des histoires de chrétiens qui retournent en Algérie. Alors, mais oui, ce sont des mythes qui mobilisent, et très efficaces pour mobiliser la population israélienne. Mais oui, c'est vrai. Oui. Moi, j'avais une question par rapport, depuis cet octobre, en fait, par rapport aux travailleurs israéliens d'origine arabe, comment ils se sentent dans leur travail, comment ils sont en relation par rapport à leurs collègues juifs. Voilà, est-ce qu'il y a des tensions, est-ce qu'ils se taisent, est-ce qu'ils osent parler, est-ce qu'ils n'osent pas parler, sachant que la langue arabe avant elle était officielle depuis 2018, il a été votée la loi, la fameuse loi où l'État juif, les lois État-nation, État-nation qui est droit d'autodétermination, mais que pour les juifs. Donc maintenant, l'arabe en fait, il est mis sous un statut spécial, donc c'est plus une langue officielle. Voilà, donc comment ils sont les citoyens israéliens, arabes, au travail, et puis par rapport dans la société, et les interactions qu'ils ont avec leurs collègues israéliens, sachant que, une petite parenthèse, il n'y a que 5 écoles en Israël où il y a des étudiants arabes et juifs qui sont courtois. Il n'y en a que 5. Oui, peut-être 10 aujourd'hui, mais oui, très peu. Petite minorité, oui, c'est vrai. Oui, merci pour nous rappeler qu'il y a aussi des Arabes en Israël. Évidemment, 20% sont les Palestiniens en Israël, et citoyens israéliens. Alors, leur situation, c'est devenu plus grave, beaucoup plus difficile depuis 7 octobre. C'est devenu vraiment dangereux de parler ouvertement. Et, par exemple, si quelqu'un arabe, il exprime la douleur ou la solidarité avec les frères et sœurs à Gaza, les victimes de Gaza, il risque d'être peut-être viré de son travail, d'être agressé par des juifs. Oui, c'est devenu vraiment très très difficile. Il y a, j'ai dit une petite comme une blague noire comme ça, que si un arabe en Israël il dit aujourd'hui ou peut-être en octobre, il dit sabah khair, bonjour le matin, c'est ok bonjour, tu es contente, non, bonjour, c'est good morning, ok. C'est même comme une citation contre les juifs, des choses comme ça. Alors oui, c'est devenu très très difficile. Mais c'était intéressant parce que dans ma visite en décembre, je pensais que j'étais un peu comme surpris qu'encore il y a des Arabes qui parlent ouvertement en arabe, par exemple dans les bus, dans les transports en commun. C'était toujours comme ça, mais je pensais que peut-être après, comme la situation là-bas s'est changé beaucoup, c'est plus difficile. Tu veux dire qu'ils ne parlent pas arabe, ils parlent hébreu seulement? Non, mais ils continuent à parler arabe, même maintenant. Même on entend l'arabe dans l'espace public, parfois. Par exemple, il y a des gens arabes qui travaillent, il y a beaucoup de pharmaciens arabes, beaucoup de pharmaciens, même à Tel Aviv, par exemple. Dans chaque pharmacie, il y a des arabes qui travaillent, alors s'ils sont des collègues arabes, ils se parlent en arabe. Et pour moi, c'était une chose positive, qu'on n'a pas perdu toutes les cohabitations
limité, mais encore, il y a... Mais oui, c'est une situation très difficile. Monsieur là-haut. Merci. Tout en haut, oui. Oui, vous avez parlé de références bibliques qui est certainement un point d'endoctrinement des Israéliens depuis leur jeune âge. Alors je me pose la question, vous avez cité aussi le journal Haaretz. Quel est le lien entre le Haaretz et le Haaretz à Mouhtarat, terre promise? Je n'ai pas compris la fin entre Haaretz. Ah, et la terre promise. Oui. Ah oui, c'est intéressant. Oui. Le nom du journal. Oui, le nom du journal, c'est Haaretz, c'est comme les pays, on peut dire. Les pays. Alors, il ne mentionne pas le nom d'Israël, mais on peut comprendre que c'est l'origine. Je ne sais pas l'origine du nom. C'est intéressant, mais c'est avant, c'était établi avant la création d'Israël. Je ne sais pas exactement comment c'est nommé comme ça, mais non, Haaretz, dans ce journal, il y a des journalistes qui amènent des histoires importantes. Et, par exemple, beaucoup des histoires ce qui se passe à Gaza. Et pour ceux qui suivent, je suis sûr que vous connaissez Amir Ahaz ou Gidon Levy. Ils sont connus et ils écrivent des choses importantes. Mais encore une fois, c'est une toute petite minorité des lectures des Israéliens qui lisent. Pétale, si tu veux bien, je vais lire ce que tu m'as demandé d'écrire. Décoloniseur a pour but d'exposer et de défier la nature coloniale du régime israélien. Défier la nature coloniale du régime israélien. Est-ce que tu peux expliquer quelle est l'action concrète que ton association, d'abord, quelle envergure elle a et quelle action concrète en Israël? Oui, alors on a été établi en Israël en 2015, mais on a déménagé, alors on a fermé l'organisation là-bas, on a réouvert un ASBL en Belgique. Mais quand on était là-bas, on a, par exemple, on a une carte qu'on a fait, une carte qui montre toutes les localités qui étaient détruites depuis le début du colonialisme sioniste en Palestine. Autrement dit, depuis la fin du 19e siècle. Cette carte, par exemple, montre 58 villages palestiniens qui ont été détruits avant la création d'Israël. Depuis, c'est la Nakba, et aussi en 1967, la carte montre presque 200 localités au Golan de la Syrie, qu'Israël a occupé en 1967 et a expulsé 120 000 Syriens, détruit 200 localités. Alors c'est plusieurs éléments de colonialisme israélien. Aussi, dans les cartes, on montre des localités, même des localités juives, plutôt des juifs mizrahim, qui sont des séfarades, comme s'appelle en France, on utilise les séfarades, mais juifs d'origine arabe ou des pays musulmans,
qui ont été, plusieurs localités juives ont été détruites dans le contexte colonial, du pays. Du pays et même avant le pays. Et, comme vous savez, le mouvement sioniste est venu origine d'Europe, alors des juifs ashkénazes occidentaux. Alors les regards coloniaux, ce n'était pas que envers les Palestiniens musulmans et chrétiens, mais aussi envers les juifs arabes, oui, qui sont mizrahi, oui, séfarades, qui ont subi beaucoup de racisme très ouvert, très ouvert. Il y a des situations incroyables plusieurs leaders sionistes avant l'État, même après l'État. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des différences importantes entre Ashkenaz et Mizrahi et séfarades, mais c'est d'un autre niveau. Aussi, oui, alors. Concrètement, l'action concrète, là, tu en as parlé tout à l'heure, tu organisais en tant que décoloniseur des visites de ces sites. Oui. Tu peux expliquer? Oui, c'était en fait des visites. Tourisme politique. Oui, on peut dire. C'était, oui, c'est les visites dans les villages palestiniens détruits depuis 1948 étaient en fait en pratique. On a commencé avec Zochrot. Zochrot, c'était l'organisation que j'ai fondée en 2001 en Israël. C'était le projet très important pour éduquer les Israéliens de la Nakba en 1948. Zochrot. Tu peux traduire Zochrot? Zochrot, c'est elle se souvient, c'est le féminin, le verbe, mais en forme féminin. Se souvenir de ce qu'on a fait en 48. Oui, se souvenir exactement. Se souvenir, oui. Oui, souvenir, la destruction, la Nakba, parce que pour nous, les Israéliens, jamais on étudie de ça. Par exemple, quand j'étais élève dans l'école, j'ai jamais entendu ce qui s'est passé avec les Palestiniens en 1948. J'ai su qu'il y avait des Palestiniens ici, mais là-bas, mais il y avait des guerres. La guerre, ils étaient les victimes de la guerre. Ils ont ouvert la guerre. Alors quand j'ai commencé à travailler sur la Nakba, j'ai découvert beaucoup de choses nouvelles. Par exemple, le plus important, c'est que la Nakba, l'expulsion des Palestiniens en 1948, n'était pas un résultat direct de la guerre. Il y avait une guerre entre les Israéliens, l'armée israélienne, et plusieurs armées ou unités d'armées d'autres pays arabes, la Jordanie, la Syrie, l'Égypte, l'Irak, le Liban aussi. Mais cette guerre, il y avait une guerre très forte, je ne sais pas, Israël même a perdu dans plusieurs batailles contre cette armée-là, mais pas contre les Palestiniens. La population du pays, les Palestiniens, qui ont été expulsés comme des civils par des unités armées traînées qui étaient la Haganah, les forces militaires et la Haganah avant la création d'Israël. Après la création d'Israël, c'était ça, l'armée israélienne. Alors, c'est un fait que même jusqu'à aujourd'hui, les Israéliens refusent de reconnaître ça, que la Nakba était une expulsion des militaires contre des civils. On a organisé beaucoup de visites guidées dans ce village détruit pour éduquer les Israéliens sur cette histoire. Alors justement, est-ce que les buts de votre organisation n'ont pas évolué depuis sa création, puisque
si je m'en tiens au flyer là, qui nous a été remis, donc votre organisation avait pour but de sensibiliser les Israéliens sur la Nakba, vous venez d'en parler, de 1948, et le droit au retour des réfugiés palestiniens. Mission qui semble aujourd'hui difficile à réaliser. Donc est-ce que votre organisation a évolué dans ses objectifs, dans ses buts, au regard de l'évolution aussi de la situation sur le terrain? Oui, merci pour cette question, c'est très important. On a écrit un livre, en fait, moi et ma femme, Eleonore Berza-Bronstein, on a écrit un livre qui s'appelle Nakba pour la reconnaissance de la tragédie palestinienne en Israël. C'est traduit en français, vous pouvez trouver dans les librairies ou commander dans chaque librairie en France. Et on a parlé de ce travail qu'on a fait dans Zochrot, avec Zochrot. Et alors oui, c'est intéressant parce que quand on a commencé Zochrot, quand j'ai essayé de trouver sur Google le mot Nakba en hébreu, il n'y avait rien de résultat. Aujourd'hui, si vous tapez Nakba en hébreu, vous allez trouver des millions de résultats. Alors, le mot Nakba et l'histoire de la Nakba, on peut dire, c'est beaucoup plus connu en Israël aujourd'hui. Il n'y a pas des études, par exemple, dans l'école sur la Nakba, mais il y a beaucoup d'informations. Par exemple, dans Wikipédia, il y a beaucoup d'entrées sur chaque village détruit, avec une information correcte, en hébreu, je parle en hébreu. Alors, il y a beaucoup d'informations, et aujourd'hui, le mot Nakba est utilisé parfois cyniquement. Par exemple, dans les situations de la génocide à Gaza, le ministre a dit que maintenant se déroule une deuxième Nakba à Gaza. Et vraiment, c'est, en termes de nombre, c'est plus grave que la première Nakba. Alors, les Israéliens, ils savent ce que de cette histoire, c'est les références, Ils savent que c'était l'expulsion et tout ça. Et la question de la droit de retour, c'est intéressant aussi parce qu'on a mené pour notre livre, on a mené une enquête pour la première fois en Israël. On a payé une institution professionnelle pour mener cette enquête. Et là, ils ont demandé 160 Israéliens juifs, et s'ils soutiennent le droit de retour des réfugiés palestiniens, et en condition de retour que pas pour vivre ensemble avec les Israéliens. On a précisé que ça ne veut dire pas que s'ils retournent, les Israéliens doivent quitter le pays. Retour des Palestiniens, c'est la revendication des Palestiniens, de retourner et pas forcément de chasser d'autres pays, les Israéliens. Alors, on a trouvé que presque 20% des Juifs israéliens sont favorables. Et c'était très surprenant pour nous. Et on a essayé d'expliquer qu'en fait, dans les médias israéliens ou dans l'espace public, le débat public, le droit de retour pour les Israéliens, quand tu demandes à l'Israélien, est-ce que tu soutiens le droit de retour de réfugiés palestiniens? La seule possibilité pour la majeure partie, la très grande majeure partie des Israéliens, c'est s'il revient, on doit quitter. On doit nager dans les mers, il y a celui-là que tout le monde dit. Oui, il n'y a pas possibilité parce que c'est eux ou nous. C'est aussi vraiment la mentalité colonisateur.
qu'il n'y a pas de possibilité de vivre en égalité avec les Palestiniens et indigènes de l'État. Et c'est des pays. Et c'est montre très clair les choix entre nous et eux. Alors, quand on a ajouté cette possibilité de vivre ensemble, de vivre en paix avec les Palestiniens et les réfugiés palestiniens qui voulaient revenir, retourner, on a trouvé qu'il y a des Israéliens qui sont ouverts à cette possibilité. On n'a pas vraiment réussi à changer le discours sur cette question de la droit de retour. On n'a pas réussi de pousser ou d'ouvrir ce débat avec la possibilité de vivre ensemble. Dans un État, par exemple, un État binational, c'est un discours que parmi les Israéliens, c'est presque non existe. Oui, oui. Une question là-haut et une question après. Allez-y là-haut. Oui, bonsoir. Qu'est-ce qui a été pour vous le déclic pour que vous preniez conscience, tel qu'on le voit là aujourd'hui, et qui pourrait servir à d'autres Israéliens pour qu'ils prennent conscience? Qu'est-ce qui a été la petite étincelle pour vous? Si je puis me permettre, je vais compléter la question. Je t'en prie. Effectivement, compte tenu de votre identité et de votre engagement politique, est-ce que vous vous sentez en sécurité dans les pays où vous êtes? En Israël? En sécurité? Oui. En Belgique. Ah, mais c'est autre question. Oh, C'est une autre question, mais okay. Il y a deux questions. Oui, c'est une autre question. Oui, ok, pour la première question, oui, c'est... il y avait je pense qu'un homme qui a lu notre livre et nous a dit qu'on peut lire votre livre comme un guide décolonisateur. Oui, c'est intéressant, on n'a pas pensé de ça, mais oui, parce qu'on revient dans l'histoire, plutôt mon histoire. Ma femme, Eleonore, elle est experte de la société israélienne, elle a fait sa thèse de doctorat en Israël sur les citoyens non juifs en Israël. Alors, elle est experte, et tous les livres sont écrits en format de dialogue entre nous deux. Alors, on a parlé de beaucoup de choses, mais de notre travail est plutôt de mon identité, comment elle était évoluée. Alors, je peux dire, je me souviens que j'ai grandi dans un kibbutz, et je me souviens même, j'avais 7 ans quand la guerre de 67 a éclaté, et je me souviens de cette histoire et les bombes qu'on a couru au shelter, au refuge, et il y avait des bombes, et on a pensé que notre kibbutz va être détruit jusqu'après, et on a appris que c'était notre bombe, notre bombe israélienne, notre armée, oui. La guerre, en fait, en 67 a commencé de notre région là-bas, près de Tulkarem. Israël a attaqué là-bas. Alors, oui, j'ai grandi dans un kibbutz et je me considérais comme un gauchiste, on peut dire, une personne de gauche. J'étais pour la withdrawal, le retrait. Retrait de la Cisjordanie. Oui, je me souviens, j'étais pour 2 États à l'époque. Mais juste quand j'ai entré à l'armée israélienne, j'ai compris c'est quoi vraiment être un armée colonisateur, armée occupante. Et c'était à l'époque, j'ai commencé l'armée, c'était 1980, et l'occupation était confortable, on peut dire, parce que
il n'y avait pas de peur. Par exemple, je me souviens comme un soldat avec d'armes, et j'ai passé dans Nablus, au chemin, aux bases militaires où j'étais, même dans la ville palestinienne, sans peur. Mais aujourd'hui, ce n'est pas possible du tout. Aujourd'hui, tous les soldats israéliens ont peur en permanence en Cisjordanie. Et à la juste titre, évidemment, il y a des résistances, même des résistances armées ou violentes, quotidiennes. Alors, à l'époque, ce n'était pas le cas du tout. Et même dans cette situation, on a senti, et j'ai senti la violence, peut-être l'attente, comme c'est l'attente. Je peux décrire un épisode que c'était peut-être très marquant pour moi. Et au début de l'armée, un week-end, on est resté dans la base militaire et avec une petite unité de soldats et avec un commandant. Et on a sorti de base pour poser un checkpoint mobile. C'est un checkpoint qu'on mène dans une route pas importante, très importante. Une route là-bas et toutes les voitures palestiniennes qui sont venues, ils ont arrêté et ils sont sortis de leur voiture, ils ont montré leur carte d'identité. Sans que nous ayons posé ou nous demandé rien. Mais ils savaient exactement ce qu'ils doivent faire. Pour moi, c'était un choc. Parce que comment c'est possible qu'ils se comportent comme ça, c'était l'humiliation. C'est de l'humiliation. Humiliation et oui, internalisation peut-être des identités. Oui, l'idée d'être occupé, mais ok, il n'y avait pas de choix. Il n'y avait pas de choix. Les Palestiniens, ils sont occupés et ils savaient que s'ils résistent, il va payer un prix. Mais pour moi, comme un soldat jeune, c'était très très difficile cette expérience. Et je me souviens que après, quand j'ai rencontré avec mes parents, c'était très difficile. J'ai crié, comment c'est possible qu'on fait des choses comme ça, on comporte comme ça. Et c'était aussi très difficile, plus difficile après avec mes collègues qui, après, dans les bases, ils ont parti entre eux, ils ont rigolé de voler, et ils ont raconté qu'ils ont volé des choses des Palestiniens, des fruits, des choses comme ça. C'était, vous voyez, c'est pas vraiment violent, mais la violence, c'est l'humiliation des gens, et je trouve aussi qu'il y a une humiliation de nous-mêmes. Parce que je pense qu'ils sont mes collègues, nous sommes des personnes, pas forcément tous ces racistes ou violents, tout ça. Non, mais quand on a cette puissance et on a l'arme, on fait des choses, des choses de soldats, de l'armée coloniale. Alors, c'était peut-être la première fois que j'ai commencé à... Oui. Mais je n'ai pas refusé l'armée à l'époque. Même après l'armée. Même après que j'étais soldat de réserve, j'étais prisonnier au Liban et après la première intifada. Même cette fois-là, je n'ai pas refusé l'armée. Je n'étais pas devenu un pacifiste ou contre l'armée.
dis ça avec, pas avec fierté. Je suis plus fier de compte que mes trois enfants ont refusé l'armée, par exemple. Pour moi, c'est beaucoup plus facile de vous raconter, mais c'est mon histoire. Vous parlez justement de votre prise de conscience quand vous étiez militaire, et justement, je me posais la question de savoir, aujourd'hui en Israël, il y a des soldats israéliens qui sont morts. Alors, je ne sais pas combien, il y a plusieurs centaines, mais je ne sais pas. Alors déjà, combien sont morts? Et est-ce que finalement, je pense aux mères, voilà, est-ce que c'est un sacrifice nécessaire pour la patrie, ou est-ce que ça commence à bouger? Parce que j'ai entendu parler du fait que les manifestations dont vous avez parlé tout à l'heure, qui étaient massives avant le 7 octobre contre Netanyahou, ont tendance à reprendre, y compris parmi les familles de personnes qui sont encore des otages. Voilà. Est-ce que justement, jusqu'où ça va aller? Et puis alors, j'ai entendu aussi que parmi les ultra-orthodoxes, c'est ça qui n'est pas le sacrifice militaire, il est question justement de changer la loi. Alors, est-ce que c'est pour pouvoir, si je puis dire, oui, voilà, enrôler, avoir plus de soldats. Et puis je voudrais parler d'un bouquin aussi, parce que j'étais très jeune, c'est un roman jeunesse que j'ai découvert, et qui est de Valérie Zenati, qui s'appelle Quand j'étais soldate. Et c'est là où moi, quand j'étais très je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, et j'ai lu ça, et c'est le point de vue d'une femme, et c'est un petit peu votre histoire aussi, hein, mais elle raconte, elle découvre plein de choses, elle raconte quand elle est sur la plage avec son arme, etc. Pour moi, petite française, j'ai découvert beaucoup de choses là-dessus, quoi. Voilà, c'était par rapport à... Oui, en Israël, oui, malheureusement, on n'attend pas vraiment aujourd'hui un mouvement de refus des soldats. Pour moi, c'est aussi un peu étonnant, parce qu'il y a des amis, il y a des camarades qui manifestent contre les génocides, contre la guerre, mais toute petite minorité, qui ouvertement ils sont contre l'attaque d'Israël. Mais des soldats qui refusent, je n'attendais pas, c'est un peu étonnant. Au contraire, il y a beaucoup de gens des soldats, même des soldats de réserve, qui ont vécu à l'extérieur, qui ont retourné à Israël pour rejoindre l'armée. Oui, mais dans l'autre côté, il y a, comme vous avez dit, beaucoup de... Oui, pour l'Israël, c'est le nombre de soldats, de victimes, c'est très grand. Il y a, je pense que jusqu'à maintenant, il y a 600 et tout, avec les soldats qui ont été tués pendant l'attaque de Hamas. Et je pense que plus que 600, et il y a des mille de soldats blessés, et il y a beaucoup de soldats traumatisés. Il y a un phénomène très très grand, et après toutes les guerres, mais il parle de ça beaucoup maintenant. Je pense que jusqu'à maintenant, il parle parce qu'il cache aussi un peu. Les médias essayent de ne pas parler beaucoup parce que c'est sensible de parler de ces choses-là. Mais oui, il parle de beaucoup de soldats qui sont traumatisés. J'ai lu quelques témoins des soldats qui ont retourné de Gaza et les choses qu'ils ont vues, c'était terrible. Plutôt au début de l'attaque israélienne, qui était très fort. Alors, l'autre sujet, c'est intéressant aussi, le sujet des soldats ou des gens de la population ultra-orthodoxe. Il y a, oui, un débat ou un conflit en Israël depuis le début de l'État.
et concernant les ultra-orthodoxes qui étudient dans les yeshivas, tu sais, l'école juive. Et c'était ok, c'est développé, c'est changé beaucoup, mais aujourd'hui, presque, il y a presque personnes ultra-orthodoxes qui sont dans l'armée israélienne. Il y a, mais tout petit. Mais maintenant, c'est arrangement, on peut dire, c'est accord politique, c'est fini, c'est contre les lois, parce que le Cour suprême a décidé, il y a quelques années, que cet accord est contre l'égalité entre les citoyens israéliens, parce que c'est pas possible qu'il y a des juifs qui ils font l'armée et d'autres qui ne le font pas. Alors, ça a changé et maintenant, l'armée doit mobiliser, doit prendre cette ultra-orthodoxe, mais je ne crois pas que ce sera possible, pratiquement. On va voir qu'est-ce qui va passer, mais le point intéressant de ça, c'est que, oui, dans la société israélienne, la gauche, c'est connecté à mon texte, parce que les partis dans la société israélienne qui est pour la mobilisation des soldats, des jeunes, de la population ultra-orthodoxe, sont la gauche sioniste, les partis plus libéraux qui ils veulent avoir plus de soldats israéliens pour diffuser pour avoir plus de soldats. Alors on partage cette mission de l'armée ou de guerre, je sais pas, avec plus de gens. Mais c'est un peu ironique que le parti qui force, qui essaye d'avoir plus de soldats est le parti qui est plus pour la paix, pour plus ou moins pour la paix, comme j'ai dit tout à l'heure. Madame, après monsieur là-haut et après monsieur. Vous circulez facilement, enfin vous pouvez voyager comme vous souhaitez. Et deuxième chose, du fait que vous ayez été soldat, là quand vous retournez en Israël et que apparemment vous avez fait aussi, vous avez passé une peine, vous avez eu une peine de prison, je pense, vous disiez, vous avez été en prison parce que vous aviez refusé de comme un soldat de réserve, j'étais. Voilà. Est-ce que là, quand vous y allez, comment ça se passe? Est-ce que vous risquez quelque chose? Est-ce que, comment ça se passe quand on... Fichier S. Voilà, je sais pas, oui. Comme ici. Fichier S, ça veut dire terroriste. Comment vous êtes perçu? Oui. Non, jusqu'à aujourd'hui, oui, je visite là-bas et jusqu'à aujourd'hui, je ne connais même un Israélien ou un Israélien qui a été péché. Et il y a des gens qui sont même plus peut-être radicaux, on peut dire, je ne sais pas. Je sais par exemple, il y a un jeune, peut-être vous connaissez, il est un ami, très bon ami, il s'appelle Jonathan Shapira, il a été un pilote de chasse, on dit, et à l'époque, il a refusé d'attaquer à Gaza, je pense que c'était 2009, je pense 2014 peut-être, je me souviens exactement, mais il a organisé des pétitions de plusieurs, de 27 pilotes de réserve qui ont refusé, ont déclaré qu'ils refusent attaquer à Gaza. Et il a participé aussi dans une flottille, tu sais, une flottille à Gaza, qui est un bateau qui a... Alors, quand ils étaient arrêtés par Israël, et depuis cet incident, et il m'a raconté qu'il a été, chaque fois qu'il allait visiter l'Israël, il a une famille là-bas, et
il a été un peu interrogé, un peu, mais pas vraiment, un peu. Mais il n'y a pas, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de risques. Je ne peux pas dire que je n'ai jamais pensé de ça, oui, je pense à ça. Et après la dernière visite, je peux dire que les risques, c'est plutôt la confrontation avec les... C'est devient très très bizarre et... Waouh, et je parle avec beaucoup des amis qui vivent en Belgique ou en France, et chaque visite ça devient plus difficile maintenant parce que l'écart, oui, la distance devient vraiment difficile et douloureuse. Alors, pour deux questions. Avec ceux qui sont... Oui, avec eux. Mais même dans ma famille. Ah, une chose que je peux ajouter importante. Toujours quand j'ai présenté beaucoup de fois, même en France, beaucoup de pays, et toujours les gens m'ont demandé, pas ici encore, mais je pose la question. Alors, comment ta famille est avec tout ce que tu fais? Ok. Vos parents, Merci. vous en parliez tout à l'heure. Oui. Alors, toujours, j'étais très fier de répondre, oui, ma famille me soutient, c'était vrai. Et mes parents, oui, mon frère, oui, mon fils, ma fille, tout était, oui, c'était vraiment beaucoup de soutien avec Zahra, par exemple, on a fait beaucoup d'activités et plusieurs fois ma famille a participé à cette activité et tout ça a changé beaucoup, dramatiquement, et c'est le cas avec tous mes amis antisionistes et plutôt en dehors du pays, mais aussi même en Israël. Mais tous les gens qui sont clairement antisionistes, c'est devenu une situation impossible même de parler, par exemple dans les groupes WhatsApp de la famille. Et au début, après le 7 octobre, on a continué de parler. Évidemment, j'ai essayé de soutenir, mais aussi j'ai essayé de dire des choses pourquoi c'était passé, parce que les Israéliens étaient choqués, comment c'est possible. Et j'ai essayé de mettre le contexte historique, il y avait un siège à Gaza, un siège. C'était après quelques jours, j'ai un autre fils qui habite au Portugal, il était toujours le plus proche de moi, d'un point de vue politique. Et je lui ai dit, ok, là, on doit arrêter, parce que l'écart est très, très grand. Et les gens qui vivent, ils ont vécu une expérience vraiment traumatique. À jamais on a vécu quelque chose comme ça. Et depuis peut-être la moitié d'octobre, je ne sais pas, 15 octobre, j'ai arrêté complètement de partager. Par exemple, avant, j'ai mis quelques photos ici, évidemment, je voudrais partager avec eux. Maintenant, ce n'est pas possible du tout. Je ne dis pas ce que je pense, ce que je fais, rien. Et je fais qu'avec plusieurs. Par exemple, j'échange beaucoup avec mon frère, mais en privé. Mais dans les groupes, c'est devenu impossible. On va prendre la question de c'est monsieur et la dernière. très fort. Oui, bonjour. Je me posais des questions par rapport à la question psychologique par rapport au fait d'être l'armée. Alors au départ, ça me vient peut-être beaucoup des
J'ai un film que je conseille, ceux qui n'ont pas vu, à voir, Vasse avec Bachir, qui parle vraiment de la question des traumatismes, notamment dans ce film-là, ça passe par l'amnésie au sein de l'armée, des gens qui refusent de voir des massacres, des choses. Mais du coup, ça m'a amené à une réflexion, à un questionnement sur le passage par l'armée pour plein de générations d'Israéliens, pour des générations successives, et notamment le passage par l'armée dans un contexte comme celui actuel. Alors je me pose des questions sur le fait qu'il n'y ait pas un risque un processus de déshumanisation progressive au sein de l'armée. J'imagine que les autorités, la hiérarchie de l'armée ne va pas amener les novices dans les opérations les plus dures, et au fur et à mesure, il y aura une sorte d'ingénierie de la déshumanisation pour que les gens soient consentants pour empêcher les massacres. Et je ne sais pas s'il y a des informations sur ces questions-là, sur la possibilité qu'on ait en fait un risque d'une génération de jeunes soldats appelés qui se retrouvent à perdre complètement le sens de l'humanité. Oui, toute possibilité de regretter, de changer de vie. Est-ce qu'on n'a pas une génération de monstres qui risque d'arriver? Oui, j'ai entendu des témoins, mais un peu. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'informations organisées, ou comme des chiffres, ou des choses comme ça. J'ai entendu des choses, par exemple, il y a des gens qui quittent le pays, qui vont très loin, le plus loin possible. C'était toujours après l'armée en Israël, mais maintenant il y a des gens qui réagissent comme ça. Mais je suis sûr qu'on va avoir des choses plus, et après plus documentaires ou des choses comme ça qui vont raconter ce traumatisme. Oui. Dernière question, monsieur? Oui, si je vous ai bien entendu tout à l'heure, on n'entend pas. Vous avez dit, lorsque j'étais plus jeune, je pensais à la solution à 2 États. Oui. Aujourd'hui, quelle est votre position et comment vous la justifiez? Oui, j'ai depuis déjà peut-être une vingtaine d'années, je soutiens la solution d'un État, pour tout le monde, un État démocratique. Pour moi, c'est la Palestine libre, c'est ça. Mais il y a quelque chose d'intéressant que depuis que j'ai déménagé en Belgique, j'ai commencé aussi à voir les choses comme un juif et diasporiste, peut-être. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a 2 côtés. D'un côté, c'est le vie juif diasporiste sans État. Et d'autre côté, c'est que en tant que juif et dans la diaspora, je ne sais pas si j'ai le droit de vraiment avoir... Ok, je peux avoir une position générale, mais contrairement à les situations comme j'ai vécu en Israël, j'ai organisé plusieurs activités avec Zohot. Par exemple, on a fait des plans, on a planifié les retours des réfugiés palestiniens. Avec des Palestiniens, on a fait plusieurs ateliers entre Israéliens, Juifs et Palestiniens, sur plusieurs villages palestiniens, et on a planifié le retour des Palestiniens, des réfugiés palestiniens. C'était très intéressant et très important pour nous. Et ces choses, je pense que je ne peux pas
fait aujourd'hui. Et je pense qu'un Israélien ou un Juif qui quitte le pays, je pense que ce n'est pas son rôle, ou son responsabilité, ou son droit même, de dire comment il doit solutionner la situation là-bas. Mais je soutiens chaque solution qui est juste, qui inclut le retour des Palestiniens réfugiés qui voulaient retourner et de vivre avec les Juifs là-bas, tout le monde en égalité. Même, je pensais même que maintenant qu'Israël a détruit presque toute la bande de Gaza, et comme nous savons que la bande de Gaza, la majeure partie sont réfugiés depuis 1948, peut-être ce sera mieux un lieu de rétablir les camps de réfugiés à la bande de Gaza, peut-être rétablir un droit palestinien, ou pour les Palestiniens réfugiés de Gaza, à l'intérieur d'Israël aujourd'hui. Et il y a aussi, ce n'est pas juste une idée comme morale ou juste historiquement, mais aussi pratiquement, la bande de Gaza est pas seulement détruite en termes de bâtiments et d'infrastructures, mais aussi est très polluée. La terre, l'eau, vous savez beaucoup de ça, je suis sûr. Pas les Israéliens, par exemple, ne savent pas du tout. Mais oui, alors, dans la bande de Gaza, même si on rétablit les camps de réfugiés, il y a beaucoup de choses polluées là-bas, l'eau, l'air, la terre, tout, avec beaucoup de matériel dangereux. Alors, je pense que oui, ce sera peut-être le moment de forcer Israël d'accueillir les Palestiniens, les réfugiés palestiniens. Mais vous comprenez, je ne me sens pas à l'aise à donner des propositions exactement que se faire là-bas, parce que oui. Alors, si vous voulez bien, on va conclure avec cette phrase. Et pour vraiment conclure, hier soir, j'ai enregistré le 12e épisode des émissions que je fais sur Radio Tiroir. La 12e émission s'appelle la 13e émission, que vous pouvez écouter dès cette fin de semaine sur la radio Théâtre du Tiroir. J'ai relu et dit à la radio le texte que tu connais, Haïdar Eid, qui est un écrivain, mais surtout un universitaire de Gaza, de l'université d'Al-Aqsa. Si je résume son propos, la lettre qu'il a écrite pour nous, il dit « Qu'est-ce que la question palestinienne, si ce n'est le droit au retour des réfugiés ?» Point fermé le guillemets. Voilà. Pour indiquer la suite, tu viens de dire aussi que, et quelqu'un en a parlé, monsieur a parlé du traumatisme des soldats. Alors, je vais juste donner la suite de nos activités, là, puisque le prochain mercredi pour la paix, puisque c'est tous les 15 jours, ce sera le 1er mai. Donc 1er mai palestinien, et on va commencer à 17h, après la manifestation du matin, où le collectif citoyen pour la paix juste et durable en Palestine sera en fin de cortège du 1er mai, puisque le 1er mai, je te l'ai appris tout à l'heure, ce n'est pas une fête comme le disait M. Pétain, mais une journée de lutte internationale pour le droit des travailleurs à vivre de leur salaire. Nous serons derrière le cortège avec nos banderoles du collectif, non à l'occupation, voilà. Et l'après-midi à 17h, nous irons derrière les fronts. Cette phrase signifie que c'est une pédiatre palestinienne, anticolonialiste, qui a travaillé et qui est suivie par la caméra pour montrer que non seulement on a pollué la terre, pollué les eaux, pollué les sols, mais on a pollué le cerveau. Et voilà, ça sera la question.
Donc nous aurons un film à 17h. À 18h30, si vous avez envie de dîner avec nous, le collectif va préparer un repas qui coûtera 8 €. Ça sera très bon. Qui va se passer dehors ou à l'abri sous le boulodrome, si vous nous faites l'honneur de payer votre obol pour ce repas. Et à 20h, la prochaine conférence, on accueillera 2 personnalités. L'une qui vient de Gaza, c'est le docteur Iji Hachem. Le docteur Iji Hachem est un des fondateurs et le président actuel de Palestine Médicale. PALMED, c'est une association européenne de médecins palestiniens et européens qui milite pour aider les hôpitaux de Gaza. Et donc il viendra en personne ici à 20h, il sera à la table avec une autre personnel très différente. Il s'agit de François Burga. Si vous avez venu écouter Christophe Oberlin, le chirurgien, professeur de chirurgie à Gaza qui est venu premier mercredi de janvier, bien François Burga c'est un peu sur la même ligne, c'est quelqu'un qui connaît parfaitement bien la question du Hamas, qui connaît comme l'islam politique, et il y aura une discussion entre ces deux conférences à 2 voix. Voilà, ça c'est pour le mercredi de la paix. La prochaine manifestation c'est samedi à 14h, place des droits de l'homme. Vous pouvez en parler autour de vous, merci. Voilà, c'est samedi 20 avril. 20 avril jusqu'à 17h, nous irons à la préfecture redire les revendications qui sont les que vous connaissez, demander cesser le feu, que la France arrête de vendre des armes, et la troisième, c'est que la France intervienne, fasse son rôle au Conseil de sécurité pour demander un cessez-le-feu et l'application. Voilà, ça c'était les formules. Et pour le mercredi de la paix qui suivra, j'espère qu'il n'y en aura pas, que la paix sera signée, mais je ne crois pas beaucoup. Merci Ethan. Dernière chose, publicité, officiellement je ferme la 18e, le 18e mercredi de la paix, et je passe au théâtre de Tiroir qui reçoit, tenez-vous bien, vendredi soir à 20h30, une personne formidable, Myriam Jolivet. C'est une femme qui a eu une vie très active dans le domaine de l'éducation, de la santé, qui a eu un accident de la vie, qui a passé 10 ans dans la rue, et qui est devenue comédienne, et qui vient vendredi soir nous raconter ses 10 ans dans la rue. Ça s'appelle « Résiste sous la tente » ou « Résiste tente ». Voilà. Merci Ethan, merci encore. La conversation. La soirée a coûté 350 €. Il y a un chapeau. Merci. Merci. C'est un jeu qu'on attend. Tu l'as pris. Oui, c'est pas de souci. Alors, lequel? On retourne. À samedi. Oui, mais t'as bien fait. Petite sœur, un petit mot. Est-ce que je veux mettre ça sur Internet?